Bonsoir à tous, bonsoir Pascal. Bonsoir Marie. Voilà, donc nous sommes en direct ce soir avec toi, Pascal. Mhm. Et ce soir, tu vas nous parler d'un thème que j'affectionne particulièrement, vivre la présence, nourrir la présence en soi. Alors, une toute première question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce sujet de la présence? Je dirais que c'est venu à moi par un peu en conséquence de toutes les recherches que j'ai faites. Je pense que pendant 20 ans, j'ai essayé de trouver d'abord une explication et une solution aux angoisses, à l'anxiété que je vivais. Euh, j'étais Je pense que j'avais besoin de me trouver, de me définir, d'essayer de comprendre pourquoi j'étais là. Je me sentais très insatisfait. J'avais l'impression de ne pas me reconnaître du tout dans comment la vie fonctionne. Je pense qu'il y a plein de choses dont j'étais pas conscient à cette époque-là, mais j'en avais, disons, les ressentis, les ressentis que j'avais pas pris à écouter d'ailleurs. Donc, il y avait un décalage entre ce que moi je percevais du monde et comment il se manifestait autour de moi. Les relations étaient assez chaotiques. Euh, et donc, en fait, dans un premier temps, j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis beaucoup battu pour essayer d'améliorer, dans un premier temps, les conditions de ma vie. C'est-à-dire, je me disais, ben, tiens, si je fais de ma vie une belle histoire, un succès, que ce soit sur le plan personnel, amoureux, au niveau des affaires, au niveau de tout ça, j'avais l'impression que si j'arrivais à écrire un bon roman, eh bien, je pourrais être plus heureux. Et donc, j'ai essayé de contrôler les circonstances, de devenir meilleur, à tenter de maîtriser les choses. Sur notre plaquette, aujourd'hui, j'ai fatigué de combattre, point d'interrogation. Et ça parle vraiment de mon expérience, hein. Je dis souvent que je suis un ancien combattant. L'image que je donne parfois, c'est l'image de ces artistes de cirque qui essayent de faire tourner des assiettes sur des tiges en bois avec l'intention qu'elles tiennent toutes en équilibre. Et moi, j'étais dans cette espèce de jonglage, si tu veux, dans la vie où j'essayais de faire tenir en équilibre tous les domaines de ma vie. J'avais l'impression qu'un jour, j'avais une image, une croyance, que quand un jour tout c'est en équilibre, je pourrais enfin me poser, en profiter, être heureux. Et j'ai été confronté à cette croyance parce que toutes les tentatives que j'ai essayées ne m'ont jamais amené à cette, comment dire, à ce genre d'utopie, on pourrait dire. Et je me suis d'ailleurs épuisé à ce jeu-là parce que j'ai fini par faire un burn-out à essayer de tout maîtriser, à essayer que tout aille bien. Dans un premier temps, j'essayais de contrôler les circonstances extérieures, donc je sais pas moi, gagner plus d'argent, réussir dans mes entreprises, euh, essayer aussi comment dire, peut-être même forcer les choses pour que les relations fonctionnent. Et évidemment, je suis confronté à beaucoup de résistance de la part des autres qui ne voulaient pas fonctionner comme moi je voulais, hein. Ouais. J'ai pas compris tout de suite que ça fonctionnait pas comme ça. Et donc, c'était surtout tout ça. Donc, c'était ce combat permanent qui, un jour, m'a emmené vers des stages en développement personnel. Alors là, en plus d'essayer de contrôler ma vie, les circonstances, de contrôler en plus mes émotions, de contrôler ma façon de communiquer, j'ai voulu améliorer qui j'étais. Je ne pouvais pas améliorer ma vie, alors je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Alors j'ai essayé de m'améliorer, de faire une version plus meilleure de moi.
Et puis un jour, je me suis épuisé à ça aussi, je pense. Ça m'a fatigué. Et puis j'ai rencontré Eckhart Tolle, enfin les enseignements d'Eckhart Tolle, Ouais, l'auteur ouais, du pouvoir du moment présent. Et ça a été une révélation. D'abord intellectuelle, mentale, il y a eu une reconnaissance de ma condition, c'est-à-dire qu'il décrit très bien par sa description de l'ego, du corps de souffrance, toute cette tentative de quelque chose en nous de survivre, de se construire au travers d'une histoire. Hein. Il parle de l'histoire de moi. Donc, souvent, il dit que c'est une histoire triste et on essaye par tous les moyens d'en faire une histoire qui a du sens et on n'y arrive pas toujours. Et ça peut être très douloureux d'essayer de maintenir cette image de soi. Et donc, j'ai vécu tout ça. Donc, quand moi j'ai lu ces livres, ça m'a parlé évidemment. Je me suis dit, waouh, j'avais l'impression qu'il était assis à côté sur mon épaule et qu'il avait pris des notes de ce que moi j'étais en train de vivre et qu'il décrivait ça. mm, Et donc, quand dans ce livre, je me souviens, il parlait de. Il y avait un chapitre sur le temps. Il parlait du temps psychologique. Et en fait, il décrivait une tendance à avoir du mal à être dans l'instant présent, justement, et de plutôt voyager dans un temps imaginaire en lien toujours avec le passé, en étant quasi jamais en lien avec le présent et avec des projections dans le futur. Et ça me mm, ressemblait complètement. C'est-à-dire, mm, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour arriver là où je veux aller? Donc, il y a vraiment, comment dire, un bypass entre le passé et le futur, mais qui ignore complètement là où la vie se produit réellement, c'est-à-dire dans l'instant présent. Et dans ce même chapitre, il parle de l'éternel instant présent. Et c'est vraiment venu m'intriguer, cette notion d'éternel instant présent. Parce que pour moi, l'éternité, c'était quelque chose de très long entre le passé et un futur infini. Et quand je ne comprenais pas comment il pouvait dire éternel instant présent, puisque l'instant présent, ça semblait être le temps le plus court possible. C'est comme juste ping, maintenant. mm. Et ça agit un peu comme un koan. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est les koans zen. C'est des phrases qui cherchent à troubler le mental et qui obligent justement d'aller au-delà du mental. Hein. Et bien, l'éternel instant présent, c'était pas concevable pour moi. Et ça m'a obligé, j'imagine, à lâcher. Il s'est produit quelque chose. J'ai dû arrêter d'essayer de comprendre, j'imagine, ce jour-là. Et il y a quelque chose qui s'est posé. Je me souviens, j'étais dans ma chambre, j'ai déposé le livre parce que je me dis, tout, il se passe quelque chose. Et en plus, Écartelé, il écrivait au début du livre, en préface, que si on ressentait quelque chose quand on lisait son livre, il valait mieux ressentir ce qu'on vivait plutôt que de continuer à lire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis laissé guider. Et là, ça a été assez étonnant comme expérience parce que c'est comme si toute ma vie, j'avais été dans un train, toujours penché vers l'avant, toujours dans le but d'aller vers un jour, ça ira mieux, ou un jour, ça ira tout court. Mm. Et là, ce jour-là, je me suis retrouvé juste là, assis sur mon lit. Tout s'était arrêté. Il y avait une horloge au mur, ça faisait... Mais elle pointait toujours sur maintenant, 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 maintenant. Et c'était une évidence. Ce jour-là, même si j'avais lu les livres et que je me suis dit, oui, c'est ça, en fait, il vit l'instant présent, mais j'avais jamais, comme j'essayais de comprendre ce qui n'est pas concevable mentalement, je l'avais jamais vraiment expérimenté. Mais ce jour-là, pour la première fois, j'ai réalisé que ce après quoi j'ai eu toute ma vie, c'est-à-dire la possibilité d'être simplement bien, tranquille, sans avoir à me battre pour ça, sans avoir à rien changer dans ma vie, ni à l'extérieur, ni en moi. Je l'ai vécu et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. J'ai cherché partout ailleurs ce qui a toujours été là, en fait, et toujours été là maintenant.
Et donc, j'ai vécu pendant 3, 4 semaines vraiment c'était pas seulement de se dire, ah waouh, je vis juste l'instant présent, c'est que ça a été beaucoup plus loin que de simplement euh, profiter de l'instant présent. J'ai réalisé que c'était vraiment une connexion avec moi, en fait. C'est que tant que je me cherchais à l'extérieur ou que je me cherchais dans une version imaginaire de moi-même, j'étais complètement déconnecté de l'évidence que j'étais déjà là. J'étais même dans le déni, en fait, de ma propre existence. Et donc, ça a été quelque chose de majeur comme expérience qui a vraiment bouleversé tout le reste. Je me souviens que ce jour-là, je suis sorti, j'ai été voir la nature, les arbres. Il y avait un orage en plus. Je voyais les éclairs. Enfin, tout était, mais c'était un feu d'artifice. Tout était, en fait, tout était comme ça, toujours été. Sauf que j'ai jamais regardé avant vraiment. J'ai jamais été vraiment là pour le voir. Et donc, c'était féerique. Et vraiment à l'intérieur, je me suis dit, c'est ça. Dans le fond, ce dont il témoigne dans ses livres écartelés, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, je le voyais témoigner et je me disais, waouh, ça a l'air tellement paisible, tellement merveilleux de vivre ce qu'il vit. Et en même temps, il y avait un genre de frustration en moi, quelque chose qui se disait, bah, tant mieux pour lui, parce que c'est pas du tout ce que moi je vis. Hein. Et là, pour la première fois, j'ai dit, bon, c'est ça. Et là, je sais que j'ai choisi d'y consacrer ma vie. Je me suis dit, il y a en fait tout le reste de ma vie, mes entreprises, les relations, tout fonctionnait à l'intérieur de qui je crois être. Et à partir du moment où je suis déconnecté de moi-même, eh bien, toute la vie, si tu veux, est vue au travers des lunettes de je ne suis pas assez, je ne suis pas correct, j'ai quelque chose à réparer, ou la vie n'est pas correcte, alors forcément, elle n'est pas comme elle devrait être, alors forcément, mais elle se manifeste toujours sous le regard de ça, donc elle prouve mes croyances. Et là, d'un coup, je me retrouve dans une telle simplicité, une tranquillité inexplicable, pas une tranquillité circonstancielle. Parce que, par exemple, j'ai fait une bonne affaire ou parce que il m'est arrivé des belles choses. Non, sans aucune raison, sans aucune explication. Juste le fait d'être bien avec moi-même. Et donc voilà, ça a été, disons, le point de départ. C'est ce qui m'a amené à faire de la présence ou de vivre l'instant présent la fondation de tout le reste dans ma vie. Ouais. Alors, tout est ici et maintenant, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Tu n'es pas le seul à en parler, bon, Eckhart Tolle, enfin plein d'autres. Vivre l'instant présent, c'est super, c'est que tous ces êtres sages, éveillés, qui ont vécu des expériences d'éveil préconisent, mais comment on fait? C'est l'éternelle question. C'est, je pense, ce que les auditeurs ont besoin de connaître, parce que moi, c'est toujours cette question. Mais oui, tout ce que tu dis, c'est génial. Mais comment on fait? Comment on fait? Comment toi, tu as commencé à faire? Comment quelle a été ta pratique? Alors, c'est intéressant parce que je me souviens une fois, j'ai animé un webinaire. J'avais choisi le thème, justement, il n'y a strictement rien à faire pour être. Et c'est très agaçant d'entendre ça. Très agaçant parce que j'entendais écarteler, enfin, plein de gens dire ça. Et c'est vrai que quelque part, tu dis, mais il faut bien faire quelque chose. Et puis même, je voyais bien que quand je disais, il n'y a strictement rien à faire, on peut dire, d'accord, oui, bien sûr, il n'y a rien à faire pour être, on est déjà. Mais comment on fait ça? Voilà, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose en nous qui se dit, il y a bien quelque chose à faire. Donc, je dirais que juste, c'est que toi, tu associes vivre l'instant présent consiste à être. Parce que moi, ma question, c'était comment on fait pour vivre l'instant présent. Et toi, tu me parles de être.
Donc, tu fais le lien. Exactement. Mm. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai découvert que c'est beaucoup plus que de simplement mettre son attention dans ici et maintenant. C'est à cet endroit-là, on peut découvrir, on peut faire l'expérience d'être. C'est quelque chose qui, enfin, c'est tellement évident, tellement, euh, oui, c'est ça, tellement évident que notre mental en fait un problème, difficulté, quelque chose à faire. On est déjà là. C'est-à-dire, quoi que l'on fasse, on est présent. La difficulté, c'est que la plupart du temps, on est identifié à nos pensées, on est identifié à nos émotions, on est identifié à nos souvenirs, on est identifié à nos projections dans le futur. Et donc, on en oublie, comme si on était sous hypnose de tout ça, de tout ce contenu intérieur, et qu'on en oubliait qu'on est déjà là, présent à tout ce qui se passe. Euh, Eckhart Tolle avait une belle phrase par rapport à ça et qui disait: Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes sensations, ni mon corps. Je suis l'espace à l'intérieur duquel tout cela apparaît. Je suis, tout simplement. Et donc, oui, l'association entre être, vivre l'instant présent et être, elle est vraiment là. Donc, il n'y a rien à faire pour être. Il y a peut-être justement à devenir conscient de tout ce qui en nous a besoin de faire dans le but d'exister. Je ne suis pas en train de dire que pour être, il ne faut plus rien faire. Ce n'est pas du tout incompatible d'être dans l'action, mais souvent, on peut se perdre dans l'action, on peut se perdre dans le fait de faire si on se cherche dans le fait de faire quelque chose. Et c'est bien ce que je décrivais dans la première partie, c'est que je me cherchais dans des réalisations, je Mm. me cherchais dans des projets, alors que j'étais déjà là. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour, on pourrait dire, mettre et maintenir notre attention dans l'instant présent? Je dirais que pour moi, la clé la plus simple, c'est de passer par le corps. C'est de passer par, Euh, c'est de passer par le corps. C'est de de passer passer par le par une corps. expérience. Oui, tout à fait. Parce que, par exemple, si on prend simplement un moment pour sentir la respiration qui se fait là, maintenant, on peut prendre juste un instant comme ça et juste sentir la respiration qui se fait. On pourrait aussi sentir le contact de nos pieds sur le sol. On pourrait sentir là où nos mains sont posées, ou la sensation des vêtements sur la peau. Le seul moyen de faire l'expérience de ça, c'est en mettant notre attention dans l'instant présent. C'est-à-dire que quand ma respiration se fait, il est absolument impossible que j'expérimente l'inspiration qui vient de se faire ou l'expiration qui va se faire. Je ne peux faire l'expérience que de ce qui est en train de se produire maintenant. Je pourrais penser à ma respiration, à comment elle était, comment elle va être. Mais par contre, je ne peux que sentir cette sensation d'une respiration vivante. Et là aussi, c'est tellement évident, c'est tellement habituel et évident, aussi évident que d'être, que la plupart du temps, on ne sent même pas notre respiration. Je veux Mm. dire, notre attention est tellement portée vers l'extérieur qu'on ne sent même pas. Alors, c'est pas dit que c'était important de sentir la respiration, mais c'est une façon de se sentir en vie, tout simplement, de sentir Mm. quelque chose que l'on peut expérimenter que dans l'instant, justement. Mm. Alors, Et donc, ça nous ramène. Ouais. oui, c'est très Hmm. intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis que vivre, faire l'expérience de l'instant présent, porter son intention sur l'instant présent consiste à passer par le corps. Et en fait, tu l'as expérimenté et la majeure partie des gens l'ont expérimenté. On passe notre vie à se chercher à l'extérieur pour justement fuir les sensations du corps,
fuir les émotions, Hmm. fuir les ressentis, etc. Et là, en fait, tu es en train de nous dire, c'est avec quoi je suis complètement en accord, c'est que, en fait, il s'agit de revenir au corps. Oui, il s'agit de revenir au corps. La difficulté, c'est que justement, quand on n'est pas en connexion avec les sensations corporelles, on subit malgré nous nos émotions, les tensions intérieures, elles sont douloureuses. Il y a des tensions vraiment physiques, il y a des tensions émotionnelles, mais qui peuvent être très douloureuses. Moi qui ai été sujet à beaucoup d'anxiété, d'angoisse, mais vraiment très forte. Hein, je veux dire, j'en aurais pleuré. Hein, et puis comme j'étais tout le temps en train de penser pour essayer de résoudre tout, mais je faisais des migraines, pas possible. Enfin donc, le corps était effectivement un endroit extrêmement douloureux. Et quand on m'invitait justement à amener l'attention dans mon ressenti, je comprends très bien ce que tu dis parce que ça m'intéressait pas du tout. Je disais, moi, justement, moi j'aimerais mieux moins ressentir si c'était possible. Le problème, c'est que quand on est déconnecté du corps, en fait, on ne ressent que ce qui est douloureux. Mm. Le corps en lui-même n'est pas douloureux. Il peut y avoir des tensions à l'intérieur. Le fait de ressentir la respiration, c'est pas forcément universel non plus parce que quelqu'un, par exemple, qui serait né en ayant été étranglé par le cordon ombilical peut avoir des angoisses liées à la respiration. Et dans un stage, quand je propose, par exemple, de simplement sentir la respiration, la plupart des gens, ça les amène ça les met en lien avec une sensation qui n'est pas désagréable en fait. Pour certaines personnes, c'est sujet comment dire, ça leur amène des peurs ou voilà, donc ça fonctionne pas. Il y a rien d'universel. Mais disons que de façon générale, si on peut ressentir sans forcément aller chercher à ressentir tout ce qui est douloureux, sans le rejeter non plus. L'idée, c'est d'amener une attention dans toutes les sensations du corps. Pas donc ni concentrer si on essaie de fuir quelque chose, on va ne ressentir que ça. C'est-à-dire que si je ressens, par exemple, une tension à l'intérieur de moi ou une boule d'anxiété, d'angoisse ou une boule d'ennui dans l'estomac ou que sais-je, et que je ne veux pas ressentir ça, alors non seulement je vais le ressentir, mais en plus je vais ressentir une tension par-dessus du fait de ne pas vouloir le ressentir. Donc, l'idée, c'est ni de se concentrer dessus, ni d'essayer de l'éviter, enfin d'éviter cette tension-là, mais plutôt d'élargir la présence, d'élargir notre attention à tout le corps. Donc moi, pour mes propres besoins, j'ai développé des pratiques de stimulation corporelle, justement pour avoir une expérience globale de toute l'expérience corporelle, plutôt que l'expérience soit concentrée justement sur ce qui est douloureux. J'ai remarqué par exemple que quand j'ai vécu 18 ans au Québec et j'aimais bien aller dans les spas nordiques, donc aller dans des saunas très chauds, puis aller dans l'eau glacée après, et tout mon corps pétillait. Et en ressentant comme ça tout mon corps qui venait d'être stimulé, eh bien, bizarrement, je n'avais plus mal nulle part, alors que pourtant j'avais des hernies discales, j'avais toutes sortes de maux, de l'arthrose, enfin plein de trucs. Et quand je faisais ça, eh bien, on dirait que les douleurs que j'avais d'abord étaient très relativisées, parce que je ne ressentais pas que ça, je ressentais vraiment tout mon corps. Et puis aussi, mon mental était beaucoup plus calme. Et donc, j'allais souvent faire des saunas, forcément, puisque ça me faisait du bien. Sauf que dans la vie de tous les jours, je n'avais pas ce moyen de me ramener à une conscience plus globale. Et donc, j'ai développé des petites pratiques que j'amène dans les stages et tout ça, de stimulation de tout le corps, permettent, on fait ça dans plein de pratiques en sophrologie, ça c'est, j'ai découvert ça après, parce que je l'ai fait pour moi-même de façon un peu intuitive, mais on fait ça en sophrologie, on fait ça dans les pratiques de pleine conscience, des tapotements, des étirements, toutes sortes de choses très simples, mais qui nous amènent une conscience effectivement élargie de notre corps et de notre être. Pour moi, le corps, c'est vraiment, il y a une intelligence dans le corps, dans le sens où c'est vraiment l'incarnation de notre être. Après, ce corps peut aussi être imprégné de nos histoires, de nos blessures, de l'identité qu'on essaie de lui coller dessus, mais disons que il reste quand même l'incarnation
de qui on est profondément. Et donc, pour être en connexion avec qui on est profondément, le meilleur moyen que je connais en tout cas, c'est de passer par le corps. C'est assez miraculeux. Je dirais que avec le processus qu'on transmet maintenant, que j'appelle auto-accompagnement en pleine présence, eh bien, on apprend justement à écouter. On apprend à ne pas essayer d'interpréter, de comprendre, mais de purement écouter ce que notre corps nous transmet au travers de toutes les sensations, les émotions, parfois des sensations plus subtiles, parce que quand on parle de corps, il y a le corps physique, mais il y a aussi, je vais dire, le corps est beaucoup plus large que le corps physique. Le corps physique est assez, facile à concevoir, forcément, il est plus tangible. Après, quand on apprend à être de plus en plus justement dans l'instant présent en lien avec le corps physique, alors on commence à percevoir de plus en plus des dimensions, des sensations de plus en plus subtiles. Moi, j'appelle ça des impressions. C'est plus subtil qu'une sensation physique. Ça peut être ressenti dans le corps, ça peut être ressenti parfois un peu à l'extérieur, mais on ne peut pas percevoir ça alors que c'est là si notre attention est dirigée vers l'extérieur. C'est un petit peu comme si tu allais te promener en nature et tu allais à bord d'une Jeep à pleine vitesse. Eh bien, il y a des odeurs, il y a plein de choses à côté desquelles tu passes. Pour pouvoir profiter pleinement des subtilités, eh ben, il faut s'arrêter, ralentir, peut-être marcher plus doucement, voire même s'arrêter. Et là, on commence à capter plein de choses qui étaient déjà là avant, mais qu'on ne percevait pas. Et quand on vit sa vie à 100 à l'heure, eh bien, on peut passer à côté de toutes ces subtilités autour de nous et à l'intérieur de nous. Donc, on peut être déconnecté justement de toute cette intelligence, de toute l'intuition qui vient avec. Enfin, voilà. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de la respiration, parce que quand on vit à 100 à l'heure, on en oublie de respirer. Hein. Souvent, la respiration, elle va être là, on est complètement... du coup, la respiration n'a plus sa vocation d'oxygénation aussi, donc ça nous met en stress, on est un peu dans un cercle vicieux. Et c'est vrai que l'importance de la respiration, on me dit tout le temps, dans les moments de stress, mais c'est vrai qu'il y a la plupart des méditations remettre au centre la respiration, réapprendre à respirer. Et la respiration, lorsqu'on se centre sur la respiration, ça nous ramène dans l'instant présent. Complètement. Et le but, c'est pas de... Parfois, ça peut être, pour certaines personnes, réapprendre à respirer. Mais je dirais même pas jusque-là. Pour moi, quelle que soit notre respiration, qu'elle soit jugée comme une bonne respiration ou pas, peu importe. La respiration telle qu'elle est. Si on peut tout simplement, comme tu dis, se centrer sur la respiration, pas se concentrer sur la respiration, hein, donc pas se dire « Oh là, il faut que je pense à ma respiration », mais se centrer sur la respiration, c'est simplement la ressentir. C'est simplement sentir, je dirais, les symptômes de la respiration, c'est-à-dire le fait que le corps bouge, le fait de sentir une petite fraîcheur dans le nez quand on inspire, le passage de l'air dans le nez, dans la gorge. En fait, la respiration qui se fait déjà, si même... je me souviens qu'il y a des gens qui me disaient, bon ben voilà, moi le problème c'est que ma respiration se bloque ou elle n'est pas fluide. Ok, je dis alors regarde si tu peux être présent à ça. N'essaye pas de la rendre meilleure, sois juste présent à la sensation telle qu'elle est. Il y a quelque chose en toi qui dit qu'elle est belle, ou elle l'est, comme ça. Et donc, il sent sa respiration et à un moment donné, plutôt que d'en faire un problème, il en fait une opportunité de sentir la vie. Parce que peu importe la façon que ça se manifeste, c'est quand même l'expression de la vie. Donc ça se limite pas à la respiration, ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut être n'importe quoi. Moi, je me souviens que comme j'étais sujet de maux dos, par exemple, je faisais des hernies discales et des moments où j'arrivais même plus à marcher. Mais je me souviens qu'il y avait une plainte à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, à cause de mon corps, à cause de cette hernie discale, à cause de tout ça, je suis empêché de faire ce que je voudrais. Donc, quelque chose en moi est en train de lutter contre, de se plaindre. Et ça ajoutait encore. Je ne m'en rendais pas compte, évidemment, sur le moment. Et à un moment donné,
Je me souviens, j'étais dans un stage qui a duré 5 jours et j'avais pas de position. Je pouvais pas me mettre ni debout, ni assis, ni couché. Je devais changer de place toutes les 30 secondes et c'était vraiment pénible. Je dormais pas la nuit. Enfin bon. Et donc, et à un moment donné, on a vécu un moment très fort en groupe, tellement fort que j'en ai oublié, je dirais, j'étais plus concentré sur mon mal de dos et sur le fait qu'il fallait que ça change et que ça aille mieux et à essayer de m'étirer et à essayer de faire quelque chose. Et bizarrement, ça a pris un certain temps pour m'en rendre compte. Ce moment a tellement captivé mon attention que je me suis rendu compte pendant peut-être 3-4 minutes après que je n'avais plus de douleur. C'était drôle parce que vraiment, c'était même, ça semblait miraculeux. Mais c'était vraiment le fait d'arrêter de me battre contre. J'ai vu en sortant de ce stage, 2-3 jours après, il y a des douleurs qui sont revenues parce que j'étais de nouveau dans des tensions, dans des préoccupations. Et il y a quelque chose en moi qui disait ah non, ça revient. Ok, j'ai vu que j'étais de nouveau en opposition avec la vie, avec comment ça se produit, et les douleurs sont revenues. Donc quand j'ai vu ça, je me suis simplement mis en lien avec la sensation de ce qu'on aurait pu qualifier d'une douleur, mais je l'ai laissé au niveau d'une sensation. Donc, comme il y a la sensation de la respiration, il y a la sensation de quelque chose dans le bas du dos, et je n'en ai pas fait un problème. Du coup, ce qui est amusant, c'est que cette douleur de dos est devenue un support pour m'ancrer à l'instant présent. Alors, si tu veux, c'est devenu comme un ancrage, plutôt que, puisque dans le fond, je me suis rendu compte que je souffrais beaucoup plus d'être déconnecté de moi et d'être éparpillé dans toutes sortes de choses que d'en fait d'avoir cette douleur. Et comme j'ai fini par l'accepter, alors ça a fait, il y a eu plein de conséquences évidemment positives là-dedans, c'est que puisque j'ai accepté que j'avais cette douleur au dos, eh bien j'ai commencé à agir différemment. C'est-à-dire que quand il y avait des choses à porter, je les portais en conscience de ce que mon corps me disait. C'est-à-dire d'avoir une posture qui était plus respectueuse pour mon corps. Du coup, eh bien, petit à petit, ça a disparu. Donc, euh, de la même façon, voilà, le fait d'amener l'attention dans le corps, dans la respiration et tout ça, c'est un point de départ, c'est une façon d'être en relation avec soi et avec tout ce qui est là. C'est à partir de là qu'on va pouvoir potentiellement devenir présent à tout le reste, c'est-à-dire à nos émotions, à nos pensées, mais à partir d'un endroit neutre. Et si on voit qu'on ne peut pas être neutre, alors on peut commencer à être présent à ce qui en nous se bat, à ce qui en nous essaye que ce soit autrement que c'est. Je pense que c'est Byron Katie qui disait la souffrance, c'est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Hein? Ouais. Alors, il y a donc la lutte, la résistance oui. qui nous font souffrir. D'ailleurs, souvent, on associe les émotions à quelque chose de négatif, mais ce ne sont pas nos émotions qui nous font souffrir, mais la résistance à nos émotions, c'est cette lutte, cette tentative de contrôler les émotions. Et puis, il y a aussi le fait de vouloir changer. Hein, tu le disais au début de l'émission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plus je veux changer les choses, moins je suis attentif à l'instant présent et plus je cours après quelque chose qui finalement est déjà là. Donc plus je me coupe de moi. Complètement. Et c'est ça qui crée un stress dans le fond. Un stress, c'est-à-dire un étirement à l'intérieur entre là où je suis déjà et là où je voudrais être. Hein, donc voilà, c'est cette phrase. Donc la souffrance est proportionnelle à l'écart entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit ou ce que je voudrais qu'il ne soit pas. Hein, donc, et dans le fond, pour sortir de ce schéma de souffrance, il s'agit d'être présent justement à cette douleur, à cette souffrance, à cette tension intérieure. C'est ce que moi j'appelle la sagesse de l'inconfort. C'est-à-dire que l'inconfort, la douleur, la souffrance nous invite à observer
ce qui la cause, je dirais. C'est comme si ça venait nous montrer ce qui est en train de générer cette expérience douloureuse. C'est un petit peu comme si, mettons, on roule avec une voiture et la lumière pour changer de l'huile vient de s'allumer. Ce qui serait juste, évidemment, c'est d'en tenir compte, de ne pas dire « Oh ben zut, alors encore cette lumière qui s'allume ». C'est ce qu'on fait d'habitude, hein, quand il y a une douleur qui arrive dans notre corps ou quelque chose, on dit « Ah ben non, pas encore, pourquoi c'est là ?» Plutôt que de prendre le temps de le regarder, de l'écouter, pas de l'analyser, juste reconnaître que c'est là. Donc, imagine-toi que tu conduis ta voiture et que tu as cette lumière pour t'invitant à changer l'huile ou à en remettre parce qu'il en manque. Tu dis, oh, ça m'embête ce truc, ouais, je vais penser à autre chose, ouais, je vais aller là où je dois aller. Évidemment, à un moment donné, le moteur casse. Donc, en fait, il y a une certaine sagesse, je dirais, dans le fait que cette lumière s'allume, elle ne vient pas pour rien. Et il y a cette même sagesse à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose en nous qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être pris en compte, euh, tout simplement. Et ça reste douloureux tant que on n'a pas, si tu veux, accepté de l'écouter. Comme tu disais tout à l'heure, ce ne sont pas nos émotions qui nous font souffrir. Moi, je dis souvent dans les stages, quand on prend, je veux dire, on s'arrête et on devient présent à ce qui demande notre attention, c'est toujours, 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 et je pourrais le dire 100 fois, parce qu'il n'y a pas d'exception, c'est toujours une expérience agréable. C'est-à-dire que quand, finalement, là on n'est pas habitué par contre à faire ça, on n'est pas habitué à juste être avec ce qui est. Mais quand on peut être, on peut devenir présent à quelque chose en nous, même quelque chose de douloureux, et je ne le dis pas en théorie, je le dis parce que je l'ai vécu, je le vis, je vis les deux. Hein. Il y a des moments où je me retrouve à être en train de lutter contre quelque chose avant que je m'en rende compte et que j'en prenne conscience. Et évidemment, la douleur, la souffrance vient avec. Et j'ai appris tout simplement à reconnaître ça comme un signal pour me rappeler que je suis pour l'instant pas présent. Je suis en train de vouloir autre chose que ce qui est et ça vient me le rappeler, on pourrait dire. Ça vient me le montrer. Et à partir du moment où j'accepte ça, je mets mon attention là-dessus et écoute ce que c'est en train de me montrer. Par exemple, quelque chose en moi voudrait forcer alors que je suis extrêmement fatigué. Oui, mais il faut, tu sais, il y a les insécurités, l'argent, ceci, cela. Et non, ben, je vais forcer. Et bien, encore appel à l'ordre. Et c'est vraiment bienveillant, c'est une sagesse qui s'exprime. Et si je ne l'écoute pas, alors c'est toujours, toujours, toujours très douloureux. Et je dirais heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qui nous donnerait l'envie de l'écouter ou d'arrêter ou de faire, d'aller vers. C'est un peu comme une boussole finalement. Ça nous dirige toujours vers ce qui est juste et bon pour nous. En fait, comment dire, lorsque. Tout à l'heure, tu parlais d'identification ou de désidentification. Et justement, à un moment donné, le fait de pouvoir observer et donc de se désidentifier, quelque part, quand on observe, on se décolle de la partie qui souffre. Quand on se met à écouter une partie qui souffre, ça a juste pour conséquence de s'apercevoir que c'est une partie de nous et non pas nous en totalité. Nous en totalité, donc ça permet une désidentification. C'est vraiment la posture de l'observateur et qui permet aussi de réinsuffler, de remettre du souffle et de permettre à la vie de circuler, à l'énergie de circuler. Complètement. Ça, c'est vraiment, je dirais, la principale cause de notre souffrance, c'est qu'on se retrouve souvent identifié à une partie de nous en croyant que c'est tout nous à ce moment-là. Et le langage est piégeant, hein, puisque, on va dire, je stresse, j'ai peur, je suis en colère, je suis triste.
je suis découragé, je suis désespéré, hein, j'ai mal. Donc, tout ça fait que à ce moment précis, je me retrouve identifié à une partie de mon expérience. J'ai donc une vision de la vie qui est partielle. C'est pas une vision de la vie qui est globale, qui tient compte de l'ensemble, mais je ne vois la vie qu'au travers de de cette partie de moi. Et donc, et c'est elle qui va teinter finalement toute mon expérience. Si je suis découragé, et j'observe qu'est-ce qui se passe en moi quand je dis je suis découragé, eh bien, on dirait que tout l'univers est découragé. Dans mon expérience, en tout cas, à partir de moi, je suis découragé, mais tout est découragé, tout est découragement. Quand je commence à reconnaître que, effectivement, dans tout mon être, là maintenant, quelque chose en moi se sent découragé. Ok. Et là, on peut sentir la différence. Tiens, oui, quelque chose en moi se sent découragé. La sensation, je ne la sens plus comme ça, je la sens, si je mets en lien avec la possibilité de se sentir découragé, alors je vais la sentir, moi en tout cas, pour chaque personne ça va être différent, hein, mais je sens ici quelque chose au niveau de la gorge, au niveau du haut du thorax, au niveau du cœur un peu, quelque chose comme un peu lourd. Ok, c'est là. Du coup, mon expérience n'est pas résumée à ça. Je ressens ça, effectivement, et je ressens aussi tout le reste de mon corps, et pas seulement du corps physique, de tout mon être. Et je peux réaliser que, oui, effectivement, une partie de moi, quelque chose en vrai. Et en même temps, ce qui devient présent à ça, c'est devient conscient de cela, n'est pas découragé. Comme tu dis, c'est là qu'on va retrouver le souffle, c'est là qu'on va retrouver l'énergie de vie, c'est là que l'on va avoir une conscience globale de qui on est. On va pouvoir effectivement se désidentifier C'est ça qui est génial, c'est parce que si Oui. on peut observer que c'est juste une partie de soi qui est découragée, ça veut dire qu'il y a une autre partie de soi qui est autrement, quoi. Exactement. Et donc, ça permet d'abord de pouvoir observer les différentes parties de soi. Et rien que ça, effectivement, tel que tu le dis, c'est extrêmement énergétisant. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours une expérience positive. C'est toujours agréable. Tu sais, quand tu dis, par exemple, je prends cet exemple, hein, je ressens quelque chose en moi qui se sent vraiment découragé. Donc, on va pas essayer de le diminuer. On va le vivre exactement comme c'est, ok? Mais quand je dis je ressens quelque chose en moi là maintenant qui se sent vraiment découragé, je pointe vers deux choses. Je pointe vers ce quelque chose qui se sent découragé et je peux commencer à le sentir à un endroit. C'est plus partout, ok? Et je pointe aussi vers le je. Ce je qui ressent, ce je qui perçoit cette sensation de découragement ou cette sensation de ce quelque chose en moi qui se sent comme cela. Et donc, je vais effectivement distinguer les deux, à savoir cet aspect de mon expérience et ce que nous on appelle le soi en présence, c'est-à-dire, ou le soi, c'est-à-dire moi présent, moi conscient à cet aspect de mon expérience. Et on peut découvrir à ce moment-là que qui on est beaucoup plus grand en fait. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de diminuer ce qui est douloureux. En fait, c'est la conscience de qui on est qui grandit. Du coup, ce qui est douloureux se relativise. On n'essaye pas de le relativiser, on n'essaye pas de le diminuer. On devient plus grand que ça. Pas comme une hiérarchie. C'est pas quelque chose qui est plus grand et qui va snober cette partie de notre expérience ou de notre incarnation. C'est la présence a des qualités. C'est pas une présence froide, distante. Cette présence a des qualités de compassion, d'amour, de compréhension. Et si on n'a pas cette expérience, si quelque chose en moi se sent découragé et qu'on dit mais moi j'arrive pas à juste reconnaître que c'est là et être en paix avec ça, il est possible que quelque chose en moi
ne veut pas se sentir découragée. Parce que cette partie de moi a envie d'aller de l'avant. Mais je ne suis ni l'une ni l'autre. Je ne suis pas plus la partie de moi qui a envie d'aller de l'avant que la partie de moi qui est découragée. Je suis présent à ces deux états, à ces deux élans, à ces deux mouvements à l'intérieur. Quelque chose qui a besoin de s'arrêter, de ralentir, qui en a marre de courir, et l'autre qui a envie de continuer à courir parce que de son point de vue, c'est ça qu'il faut faire pour arriver quelque part, et c'est OK. Tout peut être là. Tout fait partie de notre expérience. Mm. La grande difficulté, c'est quand on se retrouve identifié à l'une ou à l'autre, et c'est là que les Mm. tiraillements se font. Mm. Ouais. Et en fait, quand on commence à, être à pouvoir expérimenter cette position de l'observateur et qu'on permet à chacune de nos parties d'être là, parce que là on parle de deux parties, mais il peut y en avoir beaucoup plus Oh oui, bien parfois sûr, bien en sûr. jeu, et qu'on leur permet tout simplement d'être là sans chercher ni à les contrôler, ni à les juger, ni à les changer. Bah, en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, enfin moi dans mon expérience, c'est qu'elle s'apaise. C'est un petit peu comme l'exemple que je donne toujours, c'est un enfant quand il est triste, énervé, enfin qu'il a qu'à un moment donné, et que tout simplement on s'approche de lui en lui permettant enfin, de vivre ce qu'il vit, c'est-à-dire on va le confirmer dans le fait t'es triste, c'est normal, ou t'es en colère et c'est ok, t'as le droit, et bah, pouf, il se sent reconnu et tout de suite pouf, il y a quelque chose qui s'apaise. Et en fait, c'est la même chose pour les parties de soi, en fait. C'est un très très bon exemple parce que effectivement, si on essaye de dire à un enfant tu as peur, tu ne devrais pas avoir peur, ou on va justement essayer de faire quelque chose, on va justement créer des résistances. Il va devoir se battre pour prouver qu'il a le droit d'avoir peur, par exemple. Mm. Et je dirais que comme c'est très juste, hein, j'aime beaucoup l'image que tu amènes avec l'enfant, c'est pareil. Quand quelque chose en nous se sent euh, je veux dire d'une certaine façon, tout ce dont ça a besoin, c'est d'être reconnu dans sa légitimité de vivre ce que ça vit. Et automatiquement, c'est apaisé du fait de savoir qu'on est là. C'est-à-dire que souvent, je crois que ces parties de nous ont appris à survivre en notre absence. Puisque nous n'étions pas là, il fallait bien que quelque chose, qu'un mécanisme inconscient se mette en branle pour notre survie. Il fallait que quelque chose assure, je vais dire, la survie quand nous n'étions pas là. Et quand on est de retour, c'est-à-dire que quand on a fini de se chercher ailleurs qu'ici et maintenant et en nous, eh bien, les parties de nous sont apaisées. C'est un petit peu comme si dans une famille, ce sont les enfants qui ont dû s'occuper de la maison et tout ça en l'absence des parents. Ils savent pas comment faire. Ils sont complètement stressés. Il y a même des guerres entre eux parce que voilà, ils sont frustrés. Et puis les parents rentrent à la maison et c'est un soulagement pour tout le monde. Et le fait d'être présent, c'est rentrer chez soi, reprendre possession de son intérieur et reprendre la barre. Et effectivement, les parties de nous s'en trouvent évidemment apaisées. Ah oui, c'est Mm. un cadeau incroyable parce que elles n'ont plus à, je vais dire, à s'occuper de comment dire, elles n'ont plus à s'occuper de faire fonctionner, je dirais, d'arriver à maintenir quelque chose. Ce sont tous des mécanismes de survie, hein, c'est ça l'ego. Hein. Mm. Ça s'est construit sur justement sur notre absence et ça s'est mis en place dans le but que quelque chose tienne la route, fonctionne. Et donc, c'est beaucoup d'en fonctionner, d'en faire. C'est une énergie de survie. Et ça pèse énormément quand la vie, c'est-à-dire qui on est nous, profondément, est de retour. Mhm. Alors, tu parles d'auto-accompagnement. J'ai envie qu'on parle un petit peu de de ce processus que tu proposes, et parce qu'en l'occurrence, tu proposes, suite à l'émission, un atelier en 3 modules, donc on pourrait en parler un petit peu. Et donc, qui est fondé, donc le titre de l'atelier s'appelle « Nourrir la pleine présence en soi grâce à l'auto-accompagnement ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-accompagnement ?
Bah écoute, on vient pas mal d'en parler, hein. Disons que le processus d'auto-accompagnement, c'est un processus à la fois de reconnaissance de ce qui vit en nous, de désidentification et d'accompagnement des, des parties de nous dans ce qu'elles vivent à partir d'un espace plus large de ce que nous on appelle le soi en présence. C'est un processus extrêmement simple qui commence bien sûr par mettre notre attention dans l'instant présent, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est commencer à être présent à ce qui attire naturellement notre attention. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand quelque chose signale, il se passe quelque chose, ça attire notre attention. Bien souvent, c'est ce qu'on ne veut pas ressentir. Mais juste, c'est exactement ça qui a besoin d'être reconnu. Donc, on apprend à élargir un espace plus large pour pouvoir être avec ce qui est là à partir d'un endroit où on va être serein, à partir d'un endroit où on va se sentir disposé à le rencontrer en se sentant en sécurité, en ne se sentant pas menacé par ce qui vit en nous. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'étape d'établir le contact. Et puis, une troisième étape, c'est l'étape où on parle d'approfondir le contact. C'est là où on va, à partir d'une présence qui écoute à partir d'un endroit, je dirais, de compassion, d'empathie. C'est pas quelque chose qu'on essaye de faire, mais ce sont des qualités que l'on reconnaît en nous, qu'on a tous, qui sont déjà là. On apprend à distinguer les qualités de la présence des qualités qui peuvent être différentes des qualités de notre ego, qui peuvent être des qualités différentes. Et à partir de cette présence, quand on devient conscient de ça, eh bien, il y a vraiment énormément d'espace. Je dirais, il y a un espace infini infini pour peu importe ce qui nous traverse, ce qui vit en nous, les drames qui peuvent se jouer. Et il y a vraiment de la douceur, de la compassion. Et d'ailleurs, on commence dans notre, enfin, voilà, dans les ateliers qu'on va faire et puis dans les parcours qu'on propose, par justement commencer à prendre conscience de ces qualités de la présence. Donc, dans les ateliers, là, on va le premier atelier va être vraiment consacré à des moyens concrets. La question que tu posais tout à l'heure, comment je fais pour mettre mon attention dans mon présent? Donc là, j'ai parlé de stimulation corporelle, enfin, il y a plein de choses très concrètes qu'on va faire, que j'ai utilisées pour moi-même, qui m'ont permis justement de sortir de cet éparpillement et de pouvoir rester centré en toutes circonstances. Et ou si, de nouveau, je m'éparpille ou je me perds, et bien de pouvoir ramener et puis mettre et maintenir l'attention dans le moment présent. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, de pouvoir commencer à être présent au mental, ne plus se confondre avec nos pensées, de pouvoir vraiment distinguer. Je ne vais pas parler du mental comme d'un concept. Je vais nous inviter à vraiment prendre conscience à l'intérieur de nous, pouvoir être présent, je ne dirais pas seulement à nos pensées, mais carrément aux penseurs. Vraiment devenir conscient de ce qui en nous tente de contrôler les choses par la pensée. Donc, on va en faire ça dans le deuxième atelier. On va apprendre à justement établir ce contact, c'est-à-dire à pouvoir être en relation avec ce qui vit en nous, mais à partir d'un endroit le plus large, serein, paisible, un endroit où on se sent sécurité. Et là, pour ça, on va apprendre à élargir notre attention pour qu'elle soit à notre présence, pour qu'elle soit beaucoup plus large que ce à quoi on est présent nous. Et puis, dans le troisième atelier, alors on va apprendre à approfondir le contact pour être dans une relation de plus en plus harmonieuse avec ces différentes parties de nous. Le but n'étant pas de nous en débarrasser, mais le but étant de faire la paix finalement avec tous les aspects de notre être et pas seulement ceux qui nous plaisent en continuant à faire la guerre avec les autres. Donc c'est vraiment pouvoir... Parce que ça c'est fondamental. Oui. Ouais. Et l'idée, c'est Oui. vraiment ça. C'est vraiment moi, je dis faire rentrer toutes les parties de soi à la maison. Complètement, c'est ça. Et toutes, ça veut dire même celles que l'on juge comme étant inacceptables, quoi. Hein. Et je dirais, le mental, l'ego en font partie. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un processus de réunification.
Voilà. Alors, on commence par un processus de désidentification, puisque quand je suis identifié à des parties, je peux être identifié à une partie qui est en opposition avec une autre, et ainsi de suite. Donc, le Mm, fait de se désidentifier permet d'être avec l'ensemble et mm, de ne plus être pris dans les jeux des unes et des ouais, autres. Mais dans un second temps, le but n'est pas de se désidentifier pour les repousser, mais plutôt pour les réintégrer, pour se mm, réunifier. Et alors, c'est pour ça que c'est toujours agréable parce que c'est désagréable quand on est en combat, quand on est je vais dire, en opposition avec quoi que ce soit en nous. Et on fait ce chemin complètement inverse de réintégration, je dirais, on embrasse tout notre être et tous les aspects de notre être. super. Complètement. Ouais. Donc, alors, Et à les notre rythme, ateliers... il y a notre rythme. Oui, Ouais. oui, Et oui. comme c'est possible, voilà, hein, voilà, Euh, euh, évidemment. ouais. Ouais, c'est vraiment retrouver de la tendresse, hein, de la tendresse Ah vis-à-vis de oui, de la soi. tendresse, de la douceur, de la Et d'arrêter. bienveillance. Parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose que je dis extrêmement souvent, c'est qu'il y a eu une première étape dans ma vie où j'ai compris que je passais mon temps à prouver aux autres. Alors j'ai dit, mais j'arrête de prouver aux autres. Mais je n'avais pas vu Hmm. qu'il y avait encore une personne auprès de laquelle je n'arrêtais pas d'essayer de me justifier, de prouver, c'était moi-même. Et je me mettais Ouais, c'est toujours ça. des exigences incroyable. Hmm. Et finalement, je continuais à nourrir ce que j'appelle la culpabilité. Moi, j'aime bien dire quand on se sent coupable, c'est que l'on est coupé d'une partie de soi, à proprement dit. Et, que, en fait, l'idée, c'est de se reconnecter pleinement à sa source d'amour et donc à toutes les parties de soi. Et ça se fait effectivement, dans mon expérience, je le confirme, ça se fait tout simplement en permettant à toutes ces parts de soi d'être là. C'est d'une simplicité enfantine, il n'y a aucun effort à Complètement. faire. Mais c'est juste magique. Absolument. Tout Ouais. à fait. Et c'est toujours agréable. C'est vraiment une sensation, je pense, que c'est la sensation la plus agréable que l'on peut expérimenter dans cette vie. Le fait de se retrouver de nouveau en harmonie avec les parties de nous. Voilà, Et je c'est d'une connais rien de mieux. liberté, c'est d'une Ouais, légèreté. Ah bon, j'ai le droit d'être tout ça? Quel tout bonheur! à fait. Tout à fait. Quel bonheur. Tellement Alors, juste. Tellement juste. cet atelier donc, va démarrer dans 15 jours, hein, parce qu'on a laissé un peu de temps, histoire que la vidéo elle puisse être visionnée et que les inscriptions se fassent. Donc, si vous êtes intéressé par l'atelier, le lien est sous la vidéo. Et donc, ça va se dérouler les mardis soirs à partir du 11 septembre, donc le 11 septembre, 18 septembre et 25 septembre, avec un interface qui s'appelle Zoom, qui est une interface qui est très conviviale, qui nous permet donc de discuter entre nous, de poser des questions de vive voix, de se voir même. Donc, c'est beaucoup plus convivial et intime. C'est de toute façon un atelier intime, hein, j'imagine que tu le vois comme ça Complètement. aussi. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée, c'est d'être ensemble, de cheminer ensemble. Peu importe ce qu'on vit, peu importe où on est, tout est vraiment bienvenu. Et tout ça est du matériel. Enfin, je veux dire, quoi qu'il se passe, euh, on chemine avec ce qui est, tout simplement. Donc, voilà, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas aucune qualification à avoir, à pas être un être humain. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour participer à cet atelier. Mhm. Voilà, super. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de petits commentaires qui se faisaient là sur le chat, mais je n'ai pas vu de questions précises, c'est pour ça que je n'ai pas relevé. Mais je vous salue à D'accord. tous, tous les auditeurs qui sont là, qui ont suivi l'émission. Bon, il y en a plein qui nous font des coucous, qui nous renvoient tout leur bonheur à nous écouter. Donc, merci à tous. Voilà. Alors, Hmm. Pascal, le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je voudrais dire là? Simplement, finalement, qu'il n'y a rien à changer dans notre vie, simplement à apprendre à devenir présent à ce qui est déjà là, que c'est un apprentissage, parce que c'est pas forcément ce qu'on nous a appris. Euh, voilà, j'ai une confiance totale dans ce processus et dans le fait qu'il est absolument à la portée de tout le monde, parce qu'il est très simple, que
moi, ça a complètement transformé ma façon de percevoir la vie. Et je vois tous les jours, parce qu'on a plusieurs, bientôt, on commence à avoir des centaines de personnes dans nos programmes, et des miracles qui se produisent par le simple fait d'être de nouveau pleinement en connexion avec soi. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peu importe où vous en êtes, ne croyez rien de ce que j'ai dit ce soir. Je vous invite à le vérifier par vous-même en faisant l'expérience. Voilà. Merci Pascal. Et puis moi, je peux pas m'empêcher de rajouter un petit mot. Mais je t'en Finalement, prie, vas-y. c'est que en fait, c'est plus on renonce à changer les choses, plus le Hmm. changement est énorme en fait. Hein. Ça Ah c'est-à-dire oui. plus j'accepte mon impuissance, plus je me connecte avec ma pleine puissance. Ça c'est Hmm. mm, C'est tellement juste. C'est tellement mm, juste. Ce changement se fait tellement naturellement et le fait de vouloir faire quelque chose ne fait que créer des résistances. Le fait de laisser être permet au changement naturel et juste de se faire. C'est naturel pour la vie d'aller vers ce qui est juste et bon pour elle. Et elle le fait beaucoup mieux que nous. Et donc, mm, laisser faire, la laisser mm, être, nous permet d'avoir finalement le meilleur. Voilà. C'est mm. un apprentissage de faire Voilà. confiance et de laisser la vie agir pour nous. Oui. Mhm. Effectivement. Voilà. On Donc est tellement d'accord, hein, tellement d'accord nous deux. voilà, on fait un petit format d'émission d'1 heure. Hein. C'est juste pour donner le goût de pouvoir Oui. aux auditeurs de nous suivre dans les ateliers, hein, parce que si vous voulez continuer Mhm. C'est l'approfondissement de toutes sûr. ces choses-là, eh bien C'est sûr. ben, retrouvez-nous dans les ateliers. Donc bon, on va animer, moi je vais animer donc cet atelier avec toi. Enfin, c'est toi qui Oui. anime, mais je serai là pour gérer Oh, mais c'est l'aspect une plus grande technique. joie. Une grande joie de savoir que tu seras là avec moi, bien sûr. Génial. Avec Voilà. nous. Oui. Voilà. Voilà. Eh bien, au revoir à tous. À très bientôt et à tout de suite dans le cœur. Oui. Oui, merci. Au plaisir de vous revoir, de vous rencontrer. Et puis merci, Marie, pour cette opportunité de rencontrer tous ces gens qui nous regardent. Au revoir. Merci, au revoir.